Bonjour à tous, merci de nous suivre sur l'Instagram de la maison Rouvna. Alors, bienvenue au 416, dans ce bel écrin luxueux et durable. On va partir pour un beau voyage au cœur de l'économie circulaire et de l'écologie positive. Donc, ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Terre, la Earth Week, qui a lieu du 17 au 23 avril. Et donc, dans le cadre de cet événement, la maison Rouvna a souhaité organiser des échanges en partenariat avec Christophe Devien, ici présent, le président de l'OCCE, l'Organisation européenne pour le climat et l'économie circulaire. Donc nous aurons deux belles tables rondes consacrées à l'économie circulaire, l'éco-responsabilité et l'écologie positive. Et pour introduire cette belle journée d'échange, j'invite, qui est déjà là à mes côtés, Marie Berthelon, cofondatrice et CEO de la maison Rouvna. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie, je suis ravie de retrouver toute cette belle équipe ici aujourd'hui pour pouvoir partager sur un sujet qui nous tient à cœur. Alors racontez-nous ce qui vous a donné envie de relancer cette belle maison qui date de 1852, c'est ça? Absolument. Alors la maison Rouvna, en quelques mots, c'est un projet d'équipe, c'est un projet passionnant. Et moi j'ai eu deux raisons de fond en fait pour relancer cette belle maison. La première, c'est quand même une certaine lassitude par rapport aux grands groupes et aux grandes maisons de joaillerie pour lesquelles j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, et qui, si elles embrassent certains sujets de responsabilité, ils vont quand même de manière lente. Tout prend beaucoup de temps, et finalement, l'entrepreneuriat, c'est une façon magnifique de pouvoir accélérer le mouvement, la transformation, l'engagement. Ça, c'est la première vraie raison d'avoir relancé Rouvna. Mais pourquoi ce nom Rouvna? En fait, c'était un joaillier du Second Empire, et ce que j'aime beaucoup chez cet homme, c'est que c'est une rencontre. C'était un révolutionnaire et un visionnaire. Et ça, c'est des valeurs qui me parlent aujourd'hui. C'est un homme qui a fait bouger le monde à son époque, en tout cas le monde de la joaillerie. Je vous cite rapidement deux petites anecdotes, je les aime bien. Léon Rouvna, c'est celui qui a emmené la joaillerie à la première exposition universelle qui a eu lieu à Londres en 1851. Et en fait, c'est le début de la démocratisation de la joaillerie qui jusqu'alors était réservée à une élite et aux têtes couronnées. Ça, c'est quand même super visionnaire. La deuxième chose, en 1852, Léon Rouvna, il ouvre la première manufacture de joaillerie au monde. Et avant cette époque-là, la joaillerie n'était pas une industrie. Alors j'aime ce parallèle, moi, qui est de dire qu'en son temps, Léon Rouvna, il a emmené la joaillerie vers l'ère industrielle. Et nous, aujourd'hui, on essaie d'emmener la joaillerie vers l'ère du futur, qui est l'ère de l'éco-joaillerie. Alors c'est quoi, justement, l'éco-joaillerie? L'éco-joaillerie, c'est l'avenir, mais pour l'instant, c'est presque rien. Quand on pense à la mode, alors les chiffres, je suis pas sûre il y a beaucoup d'estimations, mais dans la mode, on estime que 15% des ventes de mode sont de l'éco-fashion. Aujourd'hui, en joaillerie, on est allé chercher des chiffres, c'est moins de 1%. L'éco-joaillerie, en fait, ça n'existe pas. Certaines marques s'y mettent doucement, on arrive à faire de plus en plus de l'or recyclé, de l'argent recyclé, mais on va pas assez loin. Et surtout, on va pas toucher le cœur du problème en joaillerie, qui est le mining. On fait aujourd'hui des trous dans le sol pour aller chercher des belles pierres. Or, on estime que plus de 70% des pierres ont déjà été extraites du sol et dorment dans les coffres des particuliers, des négociants, des maisons de vente aux enchères. Qu'est-ce qu'on en fait? Personne ne va les chercher parce que c'est compliqué d'aller les chercher. Il n'y en a pas deux qui ont le même look. Il faut les repolir, il faut être expert, il faut aller en faire quelque chose. Et nous, en fait, on s'est dit avec mes associés, Sandrine, Coralie et Frédéric, qu'on allait essayer de changer la façon de penser la joaillerie. Sandrine vous racontera tout ça, en se penchant sur la circularité. Comment faire du nouveau qui ne soit pas du neuf? Comment faire du nouveau avec de l'ancien? C'est une porte qui s'ouvre et qui en fait nous a conduit à plein de portes. Je laisserai les experts s'exprimer sur le sujet, mais c'est une aventure extraordinaire. Alors avant de retrouver... Vous allez continuer, mais je vous en prie, allez-y Marie. Non, peut-être un tout petit mot là-dessus quand même. Donc la circularité, aujourd'hui ça n'existe pas en joaillerie. Donc c'est vraiment ce sujet qu'on a ouvert. Et pour rester, j'ai envie de dire, droit dans nos bottes et continuer sur ce fil, on a posé dans nos statuts que nous serions entreprise à mission. On s'est donné comme raison d'être de revaloriser les ressources humaines et naturelles tout au long de la chaîne de valeur. Pour moi, c'est clé. Je ne sais pas si je serais retournée dans une aventure entrepreneuriale, dans un vrai business, si je ne m'étais pas dit, on va faire du business, mais on va le faire bien. Alors, c'est quoi la mission du 416, là où nous sommes réunis tous? Et alors, le 416, c'est un endroit que j'adore, qui a été conçu par des gens formidables, Atelier Dupont. On va retrouver que vous lors de la première table ronde. Et en fait, on est encore, nous, un petit joaillier, même si on a un très, très grand nom, avec un beau patrimoine historique. Mais on a volontairement choisi un endroit extrêmement spacieux, sous une belle verrière qui évoque celle de Léon Rouvna d'ailleurs. Mais cet espace, on l'a voulu large et grand pour pouvoir accueillir
créer et provoquer des rencontres. Je crois que le monde auto-centré, la joaillerie qui ne parle que de joaillerie, eh ben c'est fini, c'est ennuyeux, ça parle pas aux clients, qu'est-ce qu'on vient faire là? Donc nous, en fait, on s'est dit, le 416, c'est un lieu de vie. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'expérience. Vous êtes nos cobayes aujourd'hui. Donc, on est très, très heureux de vous accueillir dans cette journée un peu spécifique et particulière. Mais l'idée, voilà, c'est de faire se rencontrer des artistes, des talents, des personnalités, des métiers, tous animés, je dirais, par la même passion et l'envie de faire le bien et de penser un peu autrement et de penser tout court. Parfois, on oublie aussi ça. Et puis, d'échanger et de participer à une belle aventure collective. D'où le sujet en fait de nos deux conférences qui sont liées autour du pouvoir collectif et du pouvoir créatif. Des personnes qui peuvent venir d'univers complètement différents. Complètement différents. Et d'ailleurs, c'est le moment où moi, je leur laisse la parole. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. On est vraiment enchantés. Je disais ce matin sur le ton de la blague que sur ma petite bicyclette, je venais réjouie de l'aventure qui nous attend, réjouie de vous écouter tous. Merci de votre participation. Merci beaucoup Marie Berthelon, cofondatrice de la Maison Rouvenat. Alors justement, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. On va échanger, on va partager avec nos invités pour cette première table ronde, donc le pouvoir créatif au cœur de l'économie circulaire et de l'écologie positive. J'invite à me rejoindre Sandrine. Sandrine Delage, qui va représenter la Maison Rouvenat, directrice artistique, partenaire de Partenaire Luxe Impact. Merci d'être avec nous. Isor Darchimbaud de IA Conseil, qui est également avec nous. On a également Anne-Cécile Comard, cofondatrice du cabinet d'archi Atelier Dupont, qui a travaillé main dans la main avec Sandrine, notamment. Et sur ce canapé, une troisième personne va vous rejoindre. Maxence Maudit, directeur commercial de Bilker Salmon, et Christophe Debien, qui va nous rejoindre également, qui est le président de l'OCCE. Alors, Christophe Debien, ce que je vous propose peut-être, c'est, on va commencer avec vous, et ensuite on va pouvoir échanger avec. Du coup, on va vous rajouter une petite chaise. Un petit tabouret, ça suffira pour Christophe, qui est le président de l'OCCE, l'Organisation européenne de l'économie circulaire. Alors Christophe, c'est intéressant de commencer avec vous parce que vous allez nous planter le décor. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir nous dire, nous rappeler ce qu'est l'économie circulaire, nous définir cette économie circulaire. Bonjour à tous. Alors en effet, l'économie circulaire est un grand sujet. D'abord, je suis ravi d'être présent aujourd'hui dans cette magnifique maison Rouvenat qui a été évoquée juste auparavant et qui finalement est la première joaillerie à travailler en économie circulaire, et bravo. Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer il y a très peu de temps, mais en fait, je pense que nous avons plein de choses à faire ensemble et c'est vrai que l'économie circulaire, ce sujet qui est malheureusement d'actualité, parce que je dis malheureusement tout simplement parce qu'on aurait peut-être pu y penser bien avant. Et en tout cas, faisons en sorte que les choses changent. Et bravo encore une fois à Rouvenat pour engranger ce pas et travailler dans ce domaine-là. Alors l'économie circulaire, vous me demandiez ce que c'est aujourd'hui. L'économie circulaire, c'est très simple en fait. C'est la réduction d'impact vers la création de valeur. Voilà en fait pour moi la définition de ce qu'est l'économie circulaire. Et pour aller un peu plus loin dans la démarche, c'est vous dire qu'en fait, on revient sur le passé, mais en faisant un bond en avant, c'est-à-dire vers les technologies. Alors je m'explique. On revient vers le passé, c'est-à-dire qu'on a tous eu des grands-parents qui réutilisaient le matériel d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on a connu les anciennes machines à coudre, les anciennes machines à laver, les anciennes, je sais pas, enfin des tas d'objets qui finalement ont été réutilisés par nos grands-parents. Il y avait une deuxième vie. Il y avait une deuxième vie. On donnait, et quelquefois même voire une troisième vie. On transformait les moteurs de machines à laver en tour à bois, pourquoi pas, et des tas d'exemples comme ça qui peuvent s'associer. Alors ça c'est pour le bond en arrière, enfin plutôt le retour en arrière, mais le bond en avant, c'est qu'en fait les nouvelles technologies sont aussi très importantes dans l'économie circulaire. On le voit bien dans le cadre de mes activités et notamment la présidence de l'OCCE à Bruxelles. Alors l'OCCE, c'est l'Organisation européenne pour le climat et l'économie circulaire, et dans le cadre de ces activités, c'est vrai qu'on a un certain nombre
nombre de start-up ou de sociétés innovantes qui nous rejoignent pour pouvoir travailler et notamment répandre leurs connaissances et leurs inventions sur le territoire européen. Alors nous les aidons, bien entendu, nous les aidons dans divers domaines, mais surtout dans un domaine financier, c'est-à-dire qu'on les met en relation soit avec des investisseurs privés, ou pas que soit d'ailleurs, avec des investisseurs privés et avec la Commission européenne qui, elle, évidemment, apporte une subvention sur les nouvelles technologies, les green tech, ce qu'on appelle les green tech. Et c'est vrai que les green tech sont importantes aujourd'hui pour développer l'économie circulaire. On est dans un monde où tout bouge, tout va très vite, et il ne faut pas, surtout pas abandonner les nouvelles technologies. Elles vont aider au développement de l'économie circulaire et même à revenir en arrière. Donc, ça n'est pas un retour à l'âge de pierre, c'est vraiment utiliser les bonnes méthodes de nos grands-parents avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. C'est ça l'économie circulaire pour moi. Alors, avec le CCE, vous militez pour faire connaître le côté positif de l'économie circulaire. Alors, en fait, militer, je ne suis pas un militant. Voilà, c'est un terme que je n'aime pas, mais en tout cas... vous défendez. Voilà, on défend bec et ongle. Promoteur, exactement. Merci Isor. Donc, promoteur de l'économie circulaire, mais surtout de l'écologie positive. Alors, moi, ce que j'appelle l'écologie positive, c'est l'inverse de ce que l'on nomme l'écologie punitive. Aujourd'hui, on a tendance malheureusement à dire aux gens, à la population, je ne parle pas que pour la France, je parle aussi pour différents pays, pour de nombreux pays, on leur dit c'est de votre faute ce qui se passe aujourd'hui. Donc si l'écologie se développe, c'est parce que en fait tout ça c'est de votre faute. Vous avez maltraité le climat, vous avez maltraité la nature, vous avez maltraité les civilisations, donc l'humanité. Oui, exactement. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro, Isor, qu'on puisse vous entendre. Exemple, la France qui a été condamnée récemment à la suite d'une action d'une ONG, et alors même que la France est vraiment précurseur en termes de prise en compte de l'environnement, de l'impact environnemental. La France est vraiment le moteur. C'est elle qui éclaire la Commission, qui souvent la suit, quoi. Donc voilà, ça c'est les excès et c'est les dérives du système. Isor d'Archimbaud de IA Conseil. Et du coup, voilà, on travaille sur l'ensemble de ces méthodes pour aller vers un côté positif de l'écologie. Il faut redonner envie aux gens de travailler dans le bon sens. Et quelquefois, le bon sens en matière d'écologie, il est difficile à trouver et on le voit bien tous les jours. On a développé, un exemple simple, on a développé les véhicules électriques. Si demain, tous les ménages français, je parle de la France cette fois-ci, si tous les ménages français jettent à la poubelle, ou mettent de côté leur véhicule à moteur thermique et achètent un véhicule électrique, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Comment on produit l'électricité? Est-ce que quelqu'un a pensé à ça? Est-ce que quelqu'un a pensé à ça? On développe l'hydrogène aujourd'hui. Formidable. L'hydrogène est on va dire une solution intéressante pour faire avancer les véhicules. Avions, bateaux, automobiles, etc. Et c'est super. Mais comment on fabrique l'hydrogène? Avec de l'électricité, en majeure partie. Et il en faut beaucoup. Et on est dans cet illogisme permanent depuis des années. Alors, de la faute à qui? Je n'irai pas accuser qui que ce soit, mais en tout cas, je pense qu'il y a des réflexions à porter et non pas se lever le matin en levant le doigt. Un conseiller de ministre, par exemple, qui dirait « J'ai pensé à un truc cette nuit, on va développer les véhicules électriques et dès demain, on va faire un buzz extraordinaire. » Et ça s'arrête à ça, l'écologie, aujourd'hui. Et c'est dommage. Alors oui, il y a plein de mouvements qui font en sorte que l'écologie se développe, que l'écologie avance, qu'on en parle. Mais seulement les gens en ont marre d'entendre parler de l'écologie parce que, en fait, ça devient punitif et ça devient très catastrophique. Arrêtons de parler de catastrophisme. Parlons de positivité. Allons dans le bon sens en matière d'écologie. Parlons de positivité, parlons de créativité. Là aussi, il faut être créatif pour ne pas aller chercher constamment des solutions à l'autre bout de la planète. Ah, ça, c'est clair.
Mais l'exemple de Rouvna est un très bon exemple. L'économie circulaire, alors il y a aussi des contraintes. Dans l'économie circulaire, bien entendu, il y a des avantages. Les avantages, c'est qu'effectivement, les ressources, on va y faire de plus en plus attention. On va réutiliser donc des ressources déjà utilisées pour éviter d'aller creuser encore dans la terre. Mais Rouvna est un excellent exemple sur notamment les méthodes de transport, sur la réutilisation, bien entendu, des pierres précieuses et des métaux. Oui, effectivement, tout ça, tout ça, ça fait partie de l'économie circulaire. C'est vraiment... on parle que de recyclage, souvent, quand on parle d'économie circulaire, mais ça ne s'arrête pas au recyclage. Ça s'arrête, en fait, à toute une chaîne qui se met, une chaîne de valeur qui se met en route. Et notamment les circuits courts. Travaillons sur des circuits courts, sur la réindustrialisation, y compris la réindustrialisation locale et unitaire. C'est-à-dire que pourquoi ne pas faire des petites industries qui travaillent uniquement dans un département ou dans les départements et qui travaillent en mode circuit court avec les acteurs du département en question. Je pense que ça passera par là. Je pense que l'économie circulaire passera par là. C'est vraiment reterritorialiser tout le système de l'industrie ou alors de l'artisanat, même de l'artisanat, parce qu'il faut faire travailler tout le monde. Et je pense que Rouvna a bien compris ça. Je pense qu'effectivement, on est dans un modèle aujourd'hui, chez Rouvna, qui tente à aller vers cette économie circulaire intelligente et surtout vers une économie circulaire qui, quelque part, garde des valeurs, celles de la joaillerie, parce qu'en fait, on se rend compte que ça n'est pas incompatible. Être joaillier et être responsable, ça n'est pas incompatible. Eh ben, on va le voir tout de suite avec Sandrine. Merci beaucoup, Christophe Dumain, président de l'OCCE. Alors, Sandrine Delage, vous êtes directrice artistique de cette belle maison Rouvna. Vous êtes partenaire, faites partie de cette belle aventure Luxe Impact. Avec vous, on va parler de créativité, de circularité dans le secteur du luxe. Comment fait-on rimer circularité, créativité dans le secteur du luxe, notamment dans la haute joaillerie ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment celui de la façon dont on conçoit une nouvelle collection de joaillerie, les matériaux qu'on utilise, mais je pense que l'histoire commence un peu avant ça, en fait. Moi, j'ai longtemps travaillé pour d'autres grandes maisons de luxe qui ont, elles aussi, un patrimoine absolument extraordinaire, une histoire extraordinaire, des archives. Et travailler de façon circulaire, c'est déjà travailler, remettre en fait en circulation, faire renaître un nom existant, le remettre sur le devant de la scène, faire renaître ses archives, les montrer au public, parce que nous avons eu la chance de pouvoir acheter plus de 3000 gouaches lorsque nous avons recommencé cette aventure. 3000 gouaches qui représentaient les bijoux de l'époque. 3000 gouaches de dessins, de pièces qui ont été créées au 19e siècle, donc des trésors parce qu'ils font partie de notre patrimoine français. Des trésors parce que ce sont des designs absolument extraordinaires et évidemment extrêmement inspirants. Et du coup, c'est montrer au public d'aujourd'hui comment les pièces étaient designées à l'époque, mais c'est surtout pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Alors ça veut pas dire recopier ce qui a été fait au 19e siècle, c'est de l'anticréation ça. C'est poursuivre une histoire qui a débuté il y a plus de 150 ans et la projeter dans un univers contemporain avec des données contemporaines, des goûts contemporains. Donc prolonger cette histoire, c'est en fait se mettre... J'aime me dire que moi, tout comme n'importe quel directeur artistique d'une grande maison historique, c'est vraiment se mettre dans la peau du fondateur et de se dire que ferait-il aujourd'hui en fait, à quoi répondrait-il aujourd'hui, comment le ferait-il, voilà. Innover sans trahir le passé, l'héritage. Donc c'est exactement, c'est rendre legacy, je trouve pas le terme. Un hommage, merci, à cette créativité passée et la faire perdurer. Ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième, c'est évidemment réfléchir à la matière qu'on utilise. Et donc, nous,
il nous tient à cœur de n'utiliser que des matériaux, que ce soit l'argent, parce qu'on travaille beaucoup l'argent, et ça c'est très nouveau aussi dans le milieu de la haute joaillerie. En fait, l'argent était le métal de prédilection au 19e siècle. On l'a un petit peu oublié parce que depuis, l'or blanc a fait un boom. Le platine a été créé alors qu'il n'existait pas à l'époque. Enfin bref, le métal blanc était l'argent. On aime remettre ce métal dans la boucle de l'histoire. Donc nos métaux, que ce soit l'argent, que ce soit l'or, sont des métaux recyclés, mais surtout, nos pierres, c'est ce que Marie nous expliquait en introduction, nos pierres sont des pierres anciennes. Alors, c'est tout un processus de sourcing à mettre en place. Justement, comment vous faites pour justement, Marie nous disait que c'était compliqué de trouver ces pierres. Nous avons la joie de travailler avec une grande experte qui travaillait chez Cartier avant, qui était grande acheteuse de pierres chez Cartier, Claire Portet, qui est merveilleuse, avec qui je m'entends extrêmement bien, et c'est génial parce que non seulement elle m'apporte l'expertise, mais on ping-pong, notre œil ping-pong en termes de créativité. Et Claire part à la chasse au trésor. Et elle travaille avec des négociants, elle travaille avec des maisons, des maisons des auction houses. Et elle a l'œil, si une pierre me plaît, que j'adore sa couleur, elle saura quand même me dire fais gaffe, là il y a une inclusion qui quand même fais attention, ou là quand on va la sertir, est-ce que vraiment elle va tenir le choc? Voilà, donc on a ce ping-pong extraordinaire, Claire source, et en fait l'éco-création qui en découle, parce que nos pièces on a créé une identité, notre première collection a une identité forte, voilà, c'est ce pendentif qui a été inspiré, qui a toute une histoire. Si je me mets à parler, je vais parler pendant des heures, il faut quand même que je laisse. Ne vous inquiétez pas. Parlez-nous de ce bijou autour de votre cou qui est vraiment directement inspiré des archives et en même temps qui est très différent, enfin qui a un look très contemporain et même qu'on a voulu un petit peu rock aujourd'hui, mais en tout cas qui a été inspiré par le bijou qu'on appelle le bijou rosace, inventé par Rouvenat sous le Second Empire, qui était ce principe de médaillon de motifs assez généreux, assez géométriques en fait, donc moderne déjà. Et qui était complètement transformable, qui se transformait de broches en bijoux de cheveux, en bracelets. Et qui peut se porter aussi bien par un homme ou par une femme finalement. Alors à l'époque, il se portait plus par des femmes, mais aujourd'hui, on adore qu'il se porte par des hommes. Ça fait partie de l'évolution entre le 19e et le 21e siècle. Je l'adore sur un homme, effectivement. L'argent et l'or recyclé, alors comment vous faites là encore pour le Alors trouver? ça, je dois avouer qu'aujourd'hui, les circuits sont quand même plus simples que celui de la pierre, et que les ateliers avec qui nous travaillons savent très bien se sourcer de ce côté-là. Par contre, c'est nous qui leur apportons toute l'expertise que nous mettons en place, que Marie met en place en termes de sourcing. Donc la circularité, on la retrouve dans les bijoux, mais pas que ici. Le showroom également a été pensé de la même façon. Donc, il y a la créativité ne s'arrête pas, la créativité ne s'arrête pas aux bijoux. Et à côté de vous, justement, Anne-Cécile Comard, cofondatrice de l'atelier d'architecture Atelier Dupont. Bonjour Anne-Cécile. Alors, vous avez travaillé sur ce showroom, donc vous deviez intégrer l'économie circulaire. Alors, j'imagine que ça a été un chantier passionnant. Alors, oui, bien sûr. En fait, nous, on est une entreprise d'architecture et d'archi-intérieur. Et je dirais que on a été sensibilisés en fait à l'économie circulaire et à toutes les normes environnementales en tant qu'architecte avant l'archi d'intérieur. Donc ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus et que ça nous a même amené à nous interroger sur la manière de construire. Donc, dans un premier temps, pas à faire que du béton, donc à travailler le bois, à travailler la pierre, à travailler la terre crue. Et du coup, à changer notre mentalité et notre manière de concevoir. Donc, dans l'archi intérieur, je dirais que les entreprises ont été sensibilisées plus tardivement. C'est un peu plus débutant et notamment dans le domaine du luxe. Oui, parce que c'est pas commun. Là, c'est carrément inexistant. Donc, en fait, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de mettre toute cette pratique qu'on a au niveau de l'architecture et qu'on a aussi en archi d'intérieur sur les matériaux et sur
au service du luxe parce que c'est nouveau et que ça n'est pas antinomique en fait. Voilà. Alors, je vais demander à Sandrine de nous dire c'était quoi le brief de départ et ensuite ce que vous avez proposé. Le brief de départ, alors, pour Anne-Cécile et son équipe. Alors, il y en avait deux. Le premier, évidemment, on a sensibilisé Anne-Cécile. On se connaît depuis très longtemps, donc elle connaissait l'histoire, mais donc sur le principe même de circularité et de volonté d'un luxe nouveau et responsable, avec des pratiques, effectivement, des mises... de l'invention de nouvelles pratiques. Donc la circularité, utiliser au maximum de la matière et des matériaux, des objets recyclés. Tout en gardant évidemment le code du luxe. Le code du luxe, évidemment. Mais je dirais que non seulement ce n'est pas antinomique, mais que c'est extrêmement luxe en réalité. De savoir redonner le lustre, la beauté, le retravailler le fermoir, la patine. Au contraire, ça fait appel à tous ces métiers d'artisanat absolument extraordinaires que l'on veut absolument sauver dans le monde du luxe. Ça fait partie de l'autre mission en réalité que soutient la circularité, qui est géniale. Donc ça, c'était le premier brief. Le deuxième, c'est que effectivement ce lieu qui est très grand en fait, qui est très grand, qui nous rappelle très largement et de façon incroyable, c'est pour ça qu'on est tombé amoureux quand on l'a trouvé, du fait de sa verrière, du fait de sa localisation dans une cour, nous rappelle très largement la première manufacture qu'avait montée Léon Rouvenat en 1852. Et ce lieu est un lieu d'accueil, effectivement. Donc il faut que la joaillerie soit magnifiquement présentée, qu'elle reste au centre. Mais pour autant, eh bien, on veut y inviter des artistes, on veut y inviter d'autres acteurs du luxe, d'autres designers, pas forcément de la joaillerie, qui travaillent, qui ont la même démarche que nous, à venir s'exprimer, à rentrer dans une communauté. Moi, ce que j'aimais, vous parliez tout à l'heure, vous disiez, en fait... la circularité, c'est aussi, à un moment donné, il y a quelque chose de territorial, on partage, ça fait partie aussi, nous, de notre démarche, créer une communauté qui est près de nous, en fait. Et d'ailleurs, les premières personnes... Du circuit court, un écosystème. C'est un circuit court, c'est un écosystème, c'est des gens à qui on fait confiance. On a vraiment fait appel à tous ces gens, ces talents que l'on aime, qu'on connaît, que l'on aime, et qui sont effectivement un circuit court. Et donc Anne-Cécile, on lui a aussi confié cette mission de rendre ce lieu, en faire un autre lieu, en faire un lieu, et c'est pour ça qu'on l'appelle le 416. Ouais. C'est pas une boutique. Non, c'est un lieu convivial, un lieu de partage, tout en étant. Partage, voilà. Et donc travailler. Il a plusieurs missions, ce lieu. Je pense que c'est ça qui a été travailler compliqué. L'espace au-delà des matières. Alors attendez, récupérez le micro. Alors, Anne-Cécile Comard. Pardon. Ça réinvente un peu le lieu, qu'est-ce que c'est une joaillerie, qu'est-ce que c'est ce type d'endroit, et justement il renouvelle. Souvent les boutiques de joaillerie sont un peu impressionnantes, on n'aime pas rentrer, c'est pas très chaleureux, c'est pas très vivant, et là c'était de réinventer en fait qu'est-ce qu'on vient y faire. On vient apprendre une histoire, on vient découvrir des gens qui ont travaillé à la main, que ce soit les bijoux ou les vitrines, et écouter des choses intéressantes. Oui, voilà. Sauf que là, il vous a fallu travailler avec essentiellement de l'existant, en fait, pour répondre à la demande d'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Il ne faut pas être non plus complètement dogmatique. On ne peut pas être complètement, en tout cas en archi intérieure, en économie circulaire. Par contre, ce que disait Sandrine est tout à fait juste. C'est aussi intéressant dans une vision globale, plutôt, de travailler avec des gens qui ont le même état d'esprit que vous. Aussi bien au niveau des clients que des gens avec qui on travaille, les artisans. Donc, c'est notre état d'esprit. Donc, qui travaillent eux-mêmes avec des matériaux locaux, géosourcés, biosourcés, à la main, qui ont cette vision aussi peut-être de la petite échelle, où on fait en fait du travail ensemble qui est plus précis, qui est plus unique, en fait, je dirais, qui correspond assez bien au luxe d'une certaine manière. Donc, ici, en fait, ce qu'on a proposé, c'est de travailler sur des vitrines vintage qu'on allait chiner.
ce qui est assez nouveau, puisqu'en général, quand on en a fait d'autres, des joailleries, il y a tout un système, c'est très très normé, il faut l'éclairage, la sécurité, le truc, le machin. Et là, en fait, c'était accepté de revenir à quelque chose de plus simple et qui finalement marche très bien, mélangé à des stèles un peu plus contemporaines qui permettent d'exposer les bijoux de manière plus contemporaine. Mais sur toutes les stèles neuves, ou tout ce qui a été choisi de neuf, sont des matériaux biosourcés, locaux. Alors, par exemple, ce canapé sur lequel vous êtes installé, ou encore ce canapé, sol. En fait, c'est un artisan qui travaille entièrement avec des matériaux recyclés, donc c'est de la laine recyclée. Le métal est recyclé à 43%. Et c'est aussi un artisan qu'on aime beaucoup, qui fait du design très contemporain, avec une manière, cet état d'esprit, en fait, de rechercher à baisser son empreinte carbone. Voilà, il n'y a pas que le... Voilà, avec le recyclage, il y a baissé l'empreinte carbone. Et je parlais du sol, là aussi. En fait, qui va du même, alors, et le sol, c'est pareil. En fait, c'est une alternative assez chouette, moi, je trouve, au béton ciré. Mais ça n'est pas du tout du béton. C'est du lin avec de la silice et de l'eau. Donc, il n'y a pas de solvant. Et on a toutes les couleurs qu'on veut. Voilà. Donc, ça demande d'être créatif. Ça demande de trouver des artisans, comme vous le disiez, qui partagent les mêmes valeurs. En fait, oui. Et faire avec la base de ce qu'on trouve. Et c'est compliqué, ça, ou pas? Ou finalement, il y a de plus en plus d'artisans qui ont... Moi, je trouve ça super. Super compliqué, mais super. Oui, en fait, c'est beaucoup de travail, hein, de sourcing, mais en même temps, c'est génial. D'abord, je trouve que ça renouvelle notre façon de faire notre métier, d'aller trouver ces artisans, de travailler avec eux, de créer quelque chose, une histoire d'aventure, que les gens soient fiers de le faire, et tout ça. Donc ça crée quelque chose qu'on avait un peu perdu quand même avec le béton, avec le plâtre, avec tout ça, avec une partie industrielle. Donc revenir à ce côté artisan, moi je trouve ça top. Ça participe à l'innovation. Alors, je veux bien que vous preniez le micro, Sandrine. En fait, ça participe à l'innovation. Et pareil, ça rejoint ce que vous disiez, c'est revenir un petit peu en arrière pour se projeter, un bond en avant, pour finalement. faire un bond en avant qui est très innovant. Et il y a les nouvelles, vous parliez de nouvelles technologies. Oui, nous on travaille aussi, nos pierres maintenant rentrent dans des blockchains. Voilà, ça fait partie, c'est de la nouvelle technologie. Mais pour autant, on invente, on réinvente et on innove sur sur de la matière pas forcément, voilà, qui est de la matière qui existe depuis la nuit des temps, mais qu'on utilise différemment. Ou bien, justement, Sandrine, vous avez le micro, le packaging. Là aussi. Ah, le packaging est merveilleux. Elle adore le packaging, Sandrine. Hein. Elle tenait absolument à en parler. Et on va le montrer d'ailleurs. Ce serait bien de pouvoir le montrer. Le packaging, c'est... Là aussi. c'est une de nos Restez dans la grandes, circularité, gardez les codes du luxe. Merci beaucoup. Alors, le packaging, Marie. il dit beaucoup de choses de notre démarche. La première, c'est qu'on parle de communauté. On parle de réunir... Je vais vous tenir le micro, comme ça vous pouvez manipuler le packaging. On a travaillé avec un artiste phénoménal qui s'appelle Sense, qui a notamment créé cette fresque derrière nous. Et qui partage ses valeurs depuis toujours, hein, je crois, dans son travail. Qui partage ses valeurs depuis toujours sans jamais l'avoir exprimé de cette façon-là. En fait, c'est inné dans sa démarche artistique. En gros, si je dois parler 2 secondes de l'artiste, c'est beaucoup de collage. Bon, c'était un street artiste, mais il déteste être appelé comme ça, comme les vrais street artistes, parce que ça a été trop banalisé et marketingisé. En tout cas, aujourd'hui, il fait beaucoup de collages et une œuvre est constituée d'éléments qu'il aura créés auparavant avec une autre œuvre. Et l'œuvre sur laquelle il est en train de travailler va éventuellement donner naissance à une nouvelle œuvre. En fait, voilà, c'est un maillon qui se crée avec une œuvre passée et qui va donner naissance à une œuvre future. Enfin, on ne peut pas être plus circulaire que ça. Et c'est une démarche d'artiste. D'ailleurs, les artistes sont une grande source d'inspiration pour de nouveaux modèles économiques parce qu'ils font comme ils peuvent et ils sont très, justement, innovants et inventifs. Et ils inventent des modèles sans savoir qu'ils inventent des modèles économiques. Je pense qu'il faudrait beaucoup faire entrer les artistes dans des panels à Sciences Po et ailleurs. C'est vrai. Bref. Remettre la créativité un peu au centre de tout ça. Alors, au niveau de ce packaging, Sandrine. Et donc, quand est arrivé le sujet du packaging, on s'est dit, c'est pas possible, on ne fait pas tout ce qu'on est en train de faire pour, par ailleurs, fabriquer cet objet qui coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et qui est le stéréotype du truc qu'on balance en 4 secondes et qui symbolise le gâchis, hein, le packaging. Donc, même en utilisant des papiers recyclés, ça coinçait, on s'est dit, eh bien, on part à la chasse au trésor, c'est le cœur de notre métier, nous allons partir à la chasse au trésor aux boîtes anciennes. Et c'est ce que nous avons fait.
nous sourçons des anciennes boîtes de joaillerie et d'argenterie, je dois avouer, ça je crois que c'était une boîte de petites cuillères en argent. Et Sense les customise complètement. Voilà. Il Et est sublime. il en fait non seulement une nouvelle boîte, mais il en fait une petite œuvre d'art. Un écrin Ça, parfait pour En accueillir réalité, le bijou. encore beaucoup plus de valeur que voilà, il redonne une valeur considérable à cet objet. Et on adore, et je les trouve super belles. Et elles sont belles, ces coffrets sont magnifiques. Alors, à côté de vous, Maxence Maudy, directeur commercial de Bilcar Salmon. Alors, on va revenir tout à l'heure dans le détail sur tout le travail que vous avez fait au niveau de la vigne, au niveau des étiquettes. Mais d'une manière générale, je vous pose la même question. Les points sur lesquels il faut être vigilant quand on veut appliquer la circularité dans votre secteur, le secteur du champagne, où là aussi, il y a des codes du luxe à respecter. On partage pas mal de problématiques en fait ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Notamment des problématiques de maintien de l'histoire d'une maison, de maintien d'un style d'une maison, puisque donc la maison Bilcar en l'occurrence existe depuis un peu plus de 200 ans. Alors nous on a eu la chance d'avoir une existence sans discontinuité depuis l'origine, puisqu'aujourd'hui c'est la 7e génération de la famille qui est aux manettes. Mais la question, effectivement, c'est de se dire comment est-ce qu'on poursuit ça, comment est-ce qu'on innove avec ça, tout en essayant d'être dans la contrainte d'aujourd'hui et de se dire comment est-ce qu'on participe à l'économie locale et comment est-ce qu'on participe au développement écologique à notre niveau, puisqu'on reste évidemment un industriel. Alors on a une taille un peu hybride en Champagne, puisqu'on est une maison considérée comme plutôt petite. Et en même temps, on produit quand même 2 millions de bouteilles, ce qui peut paraître beaucoup. Alors à l'échelle de la Champagne, ça représente moins de 1%, mais quand même c'est un certain nombre d'unités, donc qui nous interdit de faire beaucoup d'opérations manuelles. Donc on a quand même besoin d'un outil industriel assez développé. Alors la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on s'organise à toutes les étapes du système, en partant de la vigne jusqu'au carton en packaging. On y reviendra parce qu'on partage pas mal de choses ensemble pour s'améliorer à tous les niveaux. En fait. On va y revenir dans un instant. Alors, juste avant, je vais donner la parole à Isor d'Archimbault, qui est juste à côté de vous, donc de IA Conseil. Donc, vous êtes dans la stratégie, dans le lobbying, dans l'économie circulaire, stratégie RSE. Donc, on va faire un peu le point sur les obligations réglementaires avec vous, Isor. Peut-être avant, ça marche. Avant, je vais un peu expliquer. Vous pouvez même le garder à distance jusque-là. Voilà. Ce que je fais, en fait. Alors, en fait, j'ai monté il y a 5 ans une société de conseil en stratégie d'influence. C'est-à-dire que j'accompagne des modèles d'affaires innovants, disruptifs, qui sont dans le domaine de l'économie circulaire, qui ont un impact sur l'environnement moindre. Et en fait, ça m'a amené à m'interroger sur la durabilité de ce modèle. Un modèle d'affaires durable, c'est un peu un jargon quand on n'est pas dedans, mais c'est en gros un modèle d'affaires qui prend en compte son impact sociétal, social, environnemental. Et donc, la société a évolué et propose aujourd'hui une prestation d'accompagnement sur la stratégie de mise en place de la RSE. Donc, il y a un cheminement en fait dans la conduite de cette société. Voilà. Et le secteur de la joaillerie, on l'a vu, est très peu mature. Alors, dans le secteur de la joaillerie RSE. est assez peu mature. On parle beaucoup de la maison Chopard, qui est souvent citée en exemple. Alors même que moi, j'ai regardé un peu son rapport RSE qui pêche par beaucoup d'imprécisions. Bon, il y aurait beaucoup à faire. On y reviendra, il faut être précis dans tout ce qui touche justement. Il faut être très précis. Voilà. Dans tout Au ce bilan qui est carbone, traité carbone. Communication, marketing autour de la RSE, il faut être très très précis. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une proposition de directive sur les allégations environnementales et la France, qui veut toujours être la première, a réfléchi sur ce sujet au travers de la loi climat résilience. Et le décret d'application de cette loi, 1er janvier 2023, encadre très strictement l'allégation neutre en carbone. Ouais. C'est-à-dire, si vous dites d'un process ou d'un produit qu'il est neutre en carbone, il faut qu'il soit neutre en carbone. Très précisément. Ouais. Faute de quoi, vous avez le risque réputationnel en fait de voir des ONG vous attaquer, et ça peut être très très dommageable, surtout quand sa stratégie mise sur son impact moindre sur l'économie circulaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Très très important. Alors je vous propose, Isor, c'est d'analyser avec vous le cycle de vie d'un bijou de haute joaillerie et son impact environnemental. Oui. Alors le cycle de vie, c'est en fait l'analyse des impacts d'un produit, d'un service, des impacts environnementaux d'un produit, d'un service tout au long de sa vie.
donc de l'extraction à la fin de vie. Alors quand on prend les différentes étapes, donc extraction pour la joaillerie, on va chercher les diamants ou les pierres précieuses dans des mines, les métaux dans des mines. Donc ensuite on fabrique, on fabrique le bijou et on fabrique son packaging, ou on l'achète, puis on le transporte, puis on va le vendre dans des magasins, et ensuite il y a la fin de vie du bijou, qu'est-ce qui devient. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le modèle de la maison Rouvenat, c'est qu'elle agit sur le principal impact en fait de la joaillerie, qui est son approvisionnement. L'approvisionnement en joaillerie, il n'est pas durable, puisqu'on va à nouveau prélever sur la planète des ressources qui existent au travers de 70%, nous le rappelait Marie, effectivement, 70% sont déjà existants. Donc l'impact majeur en fait de la joaillerie, avec un modèle d'économie circulaire, il est annihilé. Donc c'est vraiment très intéressant, effectivement. Alors le risque, c'était, et vous en avez parlé, c'était de garder le glamour associé à une activité de joaillerie, de haute joaillerie, avec la réutilisation. Et je pense que vous avez tout à fait réussi dans cette direction. Voilà. Mais il n'y a pas de contraintes réglementaires. Alors, pour une petite société aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes. Une petite société, une TPE, une PME, il n'y a pas de contraintes réglementaires. En revanche, il y a des contraintes sociétales à aller dans cette voie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un foisonnement de textes réglementaires mais, extrêmement important. Et encore une fois, la France est toujours le bon élève qui montre la voie à l'Europe qui la suit. Et donc, il y a une obligation de reporting extra-financier, c'est-à-dire qu'il faut rapporter selon un process très, très précis sa consommation en gaz à effet de serre, sa consommation en eau. Mais au-delà de ces indicateurs, il faut rapporter, et il faudra bientôt rapporter dans le cadre d'un texte qui va arriver en application en France, il faudra expliquer comment ce modèle d'affaires en fait, est durable, comment il intègre l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement et que l'environnement peut avoir sur lui. Et donc ça, en ce sens-là, réfléchir à une stratégie RSE, c'est réfléchir à un modèle de business en fait. Donc, je veux dire, c'est très bien pour la planète, mais c'est très bien aussi pour les financiers. C'est bien, il faut que ça satisfasse l'ensemble des parties prenantes. Cette notion de partie prenante est aussi très importante. Vous parliez tout à l'heure de la communauté, au fait, du fait que chez vous, on n'achète pas seulement des bijoux, on rencontre aussi une communauté d'artistes. Et donc, vous avez en fait intégré dans votre core business qui est de vendre bijoux, la communauté de l'art, en fait, des artistes. Donc, c'est une nouvelle façon de penser le bijou. Donc c'est ça la stratégie RSE. C'est vraiment pas une collecte d'indicateurs, c'est une réflexion sur un modèle d'affaires. Comment ce modèle d'affaires peut évoluer vers plus de durabilité. Et là encore, ça demande de la créativité. Ça demande de la créativité et ça demande de consulter les parties prenantes au sens large, d'analyser l'impact de son produit tout au long de son cycle de vie pour minorer ses impacts. L'approvisionnement il est minoré, mais aussi le packaging. Là, vous avez réfléchi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il faut le valoriser dans votre communication. Il faut le valoriser. Il faut effectivement aussi... il y a aussi la transparence qui est importante, vous le disiez à l'instant, dans la communication sur les pierres recyclées, les pierres non recyclées, s'il y a un mélange des deux ou pas. Ça aussi, c'est... Il faut être très précis. Donc, si 100%... Elles ne sont pas mélangées. Voilà. Si effectivement 100%... Elles ne sont pas mélangées. Précis, Sandrine. 100% recyclées. Ben ça, il faut... Il y a absolument pas de mélange. C'est très important à dire, et parce que ça change, si vous voulez, quand on utilise... Même les diamants, précise Marie. C'est pas la même chose. Oui, même les diamants qui sont bien plus compliqués encore C'est des diamants de synthèse. Ah non, absolument pas. Ah non. Nous sommes 100% chez Rouvenat, 5% pierre naturelle, ancienne, certifiée ancienne, certifiée et rentrée dans une blockchain. Il n'y a pas de diamant de synthèse, surtout pas confondre, et il n'y a pas de pierre nouvellement extraite. D'accord, ça c'est vraiment quelque chose. Non, il faut être très très clair là-dessus. C'est un challenge. Voilà. Oui. Voilà, c'est un challenge au quotidien. Et alors vous qui avez justement une vue d'ensemble sur ces modèles innovants, disruptifs, au niveau de la clientèle, comment se porte ce segment du bijou, de la haute joaillerie, alors recyclé? Vous êtes les premiers, vous innovez dans ce secteur-là, mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a une envie des consommateurs d'aller vers plus de produits qui sont en lien avec cette économie circulaire? Oui. Ce qu'on observe, c'est que dans la jeune génération, des 18, 30 ans, il y a vraiment une revendication de prendre en compte l'environnement, y compris dans la société dans laquelle ils travaillent.
Et beaucoup d'employeurs, en fait, ont du mal à recruter aujourd'hui. Pas seulement des grosses boîtes comme Total. Comme On Total, comprend notamment. pourquoi, bien qu'ils offrent beaucoup d'avantages, hein, mais ils ont du mal à recruter. Parce que c'est un enjeu qui est pris en compte par la jeune génération. Et il y a ce dont on parle beaucoup, qui peut paraître un peu caricatural, mais de l'éco-anxiété, qui fait l'objet quand même de travaux étudiés très scientifiquement. Voilà, les jeunes sont très sensibles au positionnement en fait, de la société dans laquelle ils travaillent, à l'égard de l'environnement, des enjeux sociétaux aussi, sociaux. Merci beaucoup Isor. À beaucoup côté, Christophe Debien, président de l'OCCE, souhaitait réagir. Oui, en effet. Alors, je réagis sur ce que disait Isor, notamment sur la comptabilité d'une entreprise. En fait, ce qu'il faut savoir en matière d'économie circulaire, c'est que pour une entreprise, pour les entreprises qui souhaitent passer sur ces modèles-là, c'est un changement de paradigme total et c'est un business model qui se refait dans sa totalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'externalisation de certaines valeurs dans un dossier comptable et la comptabilité durable doit être intégrée dans ce modèle d'économie circulaire et notamment sur un modèle comme la maison Rouvena. Je pense, alors je ne sais pas si vous travaillez sur une comptabilité durable, mais je pense que c'est super important. Sandrine précise, je suis directrice artistique. Je pense que c'est important de se rapprocher d'un cabinet qui travaille dans ce sens-là, tout simplement parce que vous allez en dégager des bénéfices, à la fois des bénéfices financiers, mais aussi des bénéfices environnementaux. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que vous êtes dans un système qui aujourd'hui est un système, on va dire, formidable, non seulement formidable, mais en plus responsable. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et la comptabilité durable en fait partie. Voilà. Merci beaucoup. Isor, je vous en prie. Compléter sur la comptabilité durable. Isor d'Archambault. Il y a aujourd'hui des nouvelles méthodologies en fait, de la comptabilité qui considèrent qu'il ne faut pas seulement intégrer ce qu'on appréciait, ce qu'on évaluait jusqu'à présent, l'actif, le passif, mais aussi le capital naturel. Le capital naturel, c'est-à-dire l'impact en fait, de l'entreprise sur l'environnement, doit être pris en compte en positif ou en négatif. Ouais. Et donc cette nouvelle comptabilité reflète en fait l'évolution de la société pour la prise en compte de ces enjeux sociétaux, sociaux, environnementaux. Et donc c'est très intéressant et c'est encore expérimental cette nouvelle comptabilité, mais dans 100 ans, on intégrera la prise en compte du capital naturel dans les business des entreprises. Bien, c'est passionnant. Alors, je ne sais pas si Maxence Maudit a une comptabilité durable. En tous les cas, votre vigne, c'est assez incroyable tout ce que vous faites. Racontez-nous, justement. Absolument. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on met en place au niveau... Alors, je rappelle que vous êtes à la tête, vous êtes directeur commercial d'une maison de champagne. Oui, c'est important de le dire. C'est ça. Effectivement, beaucoup de choses qu'on met en place déjà au niveau de la vigne. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un peu le retour vers le passé et on a l'habitude de dire chez nous en Champagne, c'est le bon sens paysan. Enfin, en tout cas, les viticulteurs et les agriculteurs en parlent beaucoup. Donc, c'est comment est-ce qu'on applique aujourd'hui des méthodes qui étaient utilisées par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout en préservant la modernité de l'outil de travail et en l'intégrant en fait dans cet outil actuel. Alors, pour nous, par exemple, une des actions récentes qu'on a menées, c'est donc chez nous, on utilise des amendements bio déjà depuis plusieurs années, donc plus d'amendements chimiques. Les amendements bio, donc on fait des tisanes, des décoctions pour traiter la vigne. Là, récemment, nous avons construit une serre au sein même de la maison qui va nous permettre de cultiver ces plantes, qui vont nous permettre de faire nos propres préparations pour traiter la vigne, ce qui nous évitera d'acheter ces plantes à d'autres acteurs. Donc, on essaie d'avoir ce genre de petites actions. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses. Les fûts en bois, par exemple. C'est comment vous les traitez, vous les nettoyez? Effectivement. Alors, en Champagne, on vinifie de deux manières différentes. Vous le savez peut-être. On peut vinifier dans des grandes cuves en inox, qui sont très faciles à nettoyer pour le coup, ou alors dans des fûts. Chez Bilkar, on utilise les deux contenants. Alors les fûts sont un peu plus compliqués à nettoyer et normalement ça se lave à grandes eaux. Et depuis quelques années, on a mis en place un système de nettoyage par vapeur qui nous permet d'économiser 95% de l'eau qu'on utilise
utilisait avant. Voilà, donc ce sont des petites actions alors qui nécessitent beaucoup plus de technicité, mais c'est pas grave puisque nous, dans notre modèle, on est un peu comme un modèle start-up. On est indépendant financièrement, donc on n'a pas besoin de demander l'avis à plein de gens. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et on peut agir très très vite et faire plein de petites choses très rapides. Au niveau des bouteilles, elles sont recyclées ou pas encore? Alors les bouteilles, ça c'est très compliqué parce qu'il y a des normes européennes qui nous imposent des verres neufs. Donc aujourd'hui, alors les bouteilles sont en partie recyclées, mais elles ne le sont pas à 100%. Par contre, si on parle un petit peu de l'aval et donc du packaging, de tout ce qu'on met en place, il y a pas mal de choses. D'abord, les packagings sont recyclés et recyclables. Donc on utilise par exemple chez nous plus que du carton craft avec des impressions à encre végétale, plus d'encre chimique. Ça c'est pour le contenant général, c'est-à-dire la caisse de champagne. Après il y a le packaging. Alors là je reviens sur un thème qui m'a beaucoup parlé tout à l'heure. Sur le packaging de la maison Rouvenat ? Sur le packaging de la maison Rouvenat, parce que vous savez qu'en Champagne souvent on vend les bouteilles de champagne dans des jolis étuis, dans des jolis coffrets, et finalement est-ce que ça a un grand intérêt? Alors on s'est posé la question et on a posé la question à nos clients. On leur dit mais en fait est-ce que vous avez vraiment besoin de tous ces packaging? Et la réponse a été assez étonnamment non. Et on a mis en place l'année dernière un grand test. On a dit on arrête de livrer les bouteilles de champagne avec des étuis, sauf si vraiment on nous en demande. Et on a réduit de plus de 50%. Et on s'est rendu compte que plus de 50% alors vous les des livrez clients, comment on les livre dans des caisses en craft de 6 bouteilles avec un intercalaire, mais plus dans des boîtes individuelles. Comme des bouteilles de vin, quoi. Exactement, exactement. La plupart des gens achètent une bouteille chez le caviste. Première chose qu'ils font, en 4 secondes, comme vous le disiez, ils jettent l'étui, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, c'est des choses facilement applicables. Et en fait, la meilleure écologie, c'est de ne pas utiliser le produit, si on peut. Mais alors, vous avez poussé le processus créatif encore plus loin. Vous avez même repensé votre rôle dans l'économie locale de votre territoire. Oui, absolument. Alors, on revient au territoire. On essaie de s'appuyer beaucoup sur des acteurs locaux pour tout ce qui est fourniture de matières sèches, notamment, puisque donc on fabrique du vin, du champagne bien sûr, mais on fabrique du vin, donc ça on maîtrise notre outil et notre approvisionnement qui sont nos raisins, mais évidemment on a besoin de matières sèches, des muselets, des capsules, des bouchons, vous connaissez les éléments d'une bouteille de champagne, et on a recentré l'approvisionnement de ces produits à minima sur le territoire français, mais également on a essayé de se recentrer localement, donc on a énormément, aujourd'hui on a plus de 80% d'approvisionnement à moins de 150 km autour du domaine. On fait travailler la Marne, puisqu'on y est, les Ardennes qui sont juste à côté. On a quelques spécialistes, des étiquettes, des muselets, etc., qui sont vraiment tout autour du domaine. Et on s'appuie beaucoup sur eux pour nos produits. Voilà. Et vous travaillez aussi avec les écoles de la région, avec une envie d'innover ensemble. On revient sur ce que disait Christophe Debien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces nouvelles technologies qui font partie aussi des avancées. Oui, là c'est un thème un peu particulier, c'est plutôt un volet social. On a une vigne au sein du domaine qui s'appelle le Clos Saint-Hilaire, qui est une petite pépite, une vigne très préservée, on va dire. Pour les cuvées voilà, avec laquelle on produit une cuvée d'exception. Cette vigne, par le passé, était le potager de la famille. Et donc, il servait à nourrir évidemment la famille, mais il a servi aussi à nourrir le village pendant les 2 guerres mondiales. Et en 1963, la 5e génération de la famille a planté cette parcelle avec du raisin, donc a arrêté le potager, a planté la parcelle de vigne, et on produit depuis du champagne avec cette parcelle. Mais notre président actuel, Mathieu Roland-Villecart, a souhaité redonner une dimension sociale comme elle a pu l'avoir à l'époque, et donc on a créé une fondation Villecart, et une partie des ventes issues du Clos Saint-Hilaire va servir à financer l'association qui, elle, a un rôle justement social, solidaire mais local. Donc on essaie de participer à l'aide alimentaire locale, donc pour les villages, là c'est vraiment très local, je parle des quelques villages aux alentours, donc des familles qu'on connaît, qui sont autour du domaine, et puis on cherche, on fait des appels à projets régulièrement, on cherche de l'innovation en termes écologiques justement et au niveau de la vigne, et donc on a une bourse qu'on dédie pour des jeunes talents locaux qui viendraient nous présenter un
projet qui pourrait servir à, pourquoi pas demain, utiliser moins d'engrais, moins d'énergie pour telle partie de la production. Voilà, on est ouvert à toute proposition pour financer ce genre de projet. Ah, c'est étonnant de voir justement toute cette démarche responsable que vous avez réussi à mettre en place, malgré aussi la taille de l'exploitation, hein, parce qu'on le disait tout à l'heure, ça doit être une petite maison, vous le disiez, dans le secteur du Champagne, ça reste quand même une maison qui fabrique 2 millions, c'est ça? 2 millions de bouteilles, c'est ça. Oui, on essaie de le faire bien modestement, mais ce que je disais à tous les niveaux. C'est plein de petits éléments qui font que, au final, on a par exemple l'an passé démarré un bilan carbone. Vous savez que le bilan carbone n'est pas obligatoire, est obligatoire plutôt à partir d'une certaine taille d'entreprise. Nous n'avons pas la taille requise pour. C'est combien de salariés encore, Ilzor? C'est ça. Ah, de chiffre d'affaires, 50 millions 250 millions de chiffre d'affaires. Ah. Et 250 salariés. Donc on en est loin, en tout cas du nombre de salariés, mais on a quand même tenu à lancer un bilan carbone qu'on a réalisé et on s'est rendu compte qu'on faisait partie du top 5 acteurs locaux, des gens qui ont réalisé un bilan carbone. Alors, je exactement. On a entrepris une On trajectoire n'a pas entendu, Isor. Juste si vous aviez engagé une trajectoire bas carbone qui vise, donc, une fois qu'on a fait le bilan de son impact carbone, à, dans le temps, essayer de réduire. En fait. Ouais. Exactement. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait déjà engagé pas mal de choses qui nous ont permis d'avoir ce résultat de bilan carbone assez bas. Et on va continuer. Donc, un exemple très concret, on a un de nos bâtiments qui nous sert justement à l'habillage des bouteilles. Ce bâtiment est un peu à la pointe de la technologie puisque on utilise des machines laser pour que tout soit calibré, etc. Pour autant, ce bâtiment est en partie autonome au niveau de l'électricité puisqu'on a implanté un toit en panneaux solaires. Et tout autour du bâtiment, on a fait venir depuis l'année dernière un parc de moutons qui viennent, voilà, ce sont des choses très, très concrètes, très terroirs, mais qui viennent tondre tout. Donc, naturellement. Plus de tonte mécanique, on fait une tonte naturelle avec, voilà, ce sont des petites choses, mais qui participent justement à ce petit bilan. Merci beaucoup Maxence Maudy, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Bilcar Salmon. Alors pour conclure cette table ronde, parce qu'elle n'était pas complète, Fabrice Milochaud qui va nous rejoindre, qui est photographe depuis 25 ans. Il va nous rejoindre à cette table. Et donc, il y a un petit... Merci beaucoup, Maxence. Alors, Fabrice Milochaud, vous êtes photographe depuis 25 ans. Vous êtes un peu l'artiste de cette table. Vous avez observé cette table ronde. Peut-être déjà nous parler de la démarche photographique. En quoi elle peut s'apparenter à une économie circulaire? Alors, comme ça, dans le premier principe, c'est pas complètement évident. Mais je dirais qu'un photographe comme moi qui se consacre à la nature... En fait, il n'a d'autre choix que d'initier une certaine économie circulaire. Je veux dire par là que quand on fait des photos de paysages, de forêts, d'animaux, etc., le but du jeu, c'est évidemment qu'on prolonge l'existence de tout ce patrimoine qu'on aime. Donc comment mieux prolonger cette existence que de faire passer le message aux gens qui verront ces photos par des livres, par des expositions ou d'autres moyens, de leur faire passer justement un sentiment, quelque chose qui va renforcer le fait qu'ils ont envie de préserver eux-mêmes ce patrimoine. Et donc s'ils le préservent, ben moi je serais content parce que j'aurai de nouveau des choses à photographier. Donc, vous voyez, c'est un cercle un petit peu naïf, mais en fait qui marche très bien et qui doit marcher dans ce sens-là. Donc le photographe, il est là pour changer nos habitudes, pour nous impacter? Je pense pas qu'il soit forcément là pour changer les habitudes. En tout cas, il est là pour renforcer des choses qui sont préexistantes et qui sont peut-être pas assez développées. Quand on parle d'écologie et quand on parle de préservation de la planète, l'impact que l'on peut avoir en tant que photographe, c'est de faire germer un peu plus vite la petite graine de j'aime bien la nature, j'aime bien ce qui est du patrimoine de mon enfance, quand j'étais en forêt et que tout ça me touchait. Bon, j'ai peut-être un peu oublié que ma vie urbaine, maintenant j'habite à Paris, etc. Eh bien, c'est le boulot du photographe qui se consacre à la nature de dire, regardez, ça existe encore. Évidemment, on peut en faire l'expérience à titre individuel, mais par l'image, on peut y retourner de façon encore plus intense et ça va réalimenter cette petite flamme qui déjà existe en nous. On parle direct au cœur, qu'on n'est pas que dans le rationnel. Absolument, et ça c'est très important de se rendre compte de cette dimension du cœur, de l'affectif, des sentiments. Parce qu'on peut avoir tendance à trop facilement aller titiller l'intelligence des gens
en leur disant il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que rationnellement, à coup de statistiques, de tableaux, etc., il est logique, ne serait-ce que dans notre propre intérêt, et là on parle du climat par exemple, il est logique que l'on puisse préserver notre propre existence en faisant davantage attention. Mais ça, ce discours qui passe par la tête, par le raisonnable, par l'intellect, il a rapidement ses limites en termes de changement de comportement. C'est-à-dire que les gens le comprennent, ils font pas grand-chose derrière, à moins de se confronter à une catastrophe en général. Là, quand il y a de l'eau dans la cuisine, on commence à se dire « Ah oui, j'aurais peut-être dû faire gaffe un peu plus tôt, ou je vais m'intéresser à l'environnement. » Ou quand un feu de forêt est à côté de chez vous, là, on se rend compte de l'impact. Mais tant qu'on n'est pas face à une catastrophe, le cœur, en fait, et ce qui passe par les sentiments, est beaucoup plus efficace pour changer à moyen terme ou renforcer à moyen terme des comportements vertueux. Alors, je vois Isor réagir à côté de vous d'Archambault. Est-ce que vous pouvez lui passer juste le micro? C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. C'est le poids des mots, le choc des photos, quoi. Quand on voit les Alpes sans neige, des rivières asséchées, on prend ça vraiment en pleine figure. En pleine figure, et donc ça c'est sûr que ça suscite des réactions et des prises de conscience. Est-ce qu'il y a plus fort que le cœur, finalement, Fabrice Milochaud, pour nous sensibiliser, pour nous réveiller? Il y a toujours plus fort que le plus fort. En fait, je fais la distinction, là je parle un petit peu du côté intellectuel. On parle avec la photo, en tout cas en ce qui me concerne, par l'affect et le cœur, renforcer des choses qu'on aime bien et qui nous touchent. L'étage d'au-dessus, en fait, ce serait le spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui participe du cœur, mais qui est encore au-delà, une espèce de dimension divine, sacrée, etc. Alors chez nous, ça fait un peu sourire, parce qu'en Occident, on a un petit peu perdu ce genre de lien, ou en tout cas, on ne l'a pas toujours. Mais il y a des tas de civilisations sur Terre qui considèrent une forêt sacrée ou une montagne sacrée, etc. Alors, qu'on mette derrière ce sacré une religion ou autre chose, peu importe, mais en tout cas, ça donne une espèce de respect absolu de la chose qu'on va sacraliser, et qui fait que ça passe encore au-dessus du côté simplement sentimental. Et les gens qui sont les plus fanatiques, dans le mauvais sens du terme, sont dans ce canal-là. Mais si on veut créer du fanatisme, ou en tout cas quelque chose qui irait dans le bon sens, on peut aussi s'inspirer de ce sentiment spirituel qui commence à se développer d'ailleurs chez nous par le biais de ce qu'on appelle le développement personnel, et de tous les livres notamment qui exploitent un petit peu cette fibre que les gens commencent à ressentir de plus en plus. Et je pense que les valeurs écologiques, par ces histoires de développement personnel, peuvent aussi évoluer dans le bon sens. Là, on quitte un petit peu le domaine de la photographie, mais en tant que photographe, on se pose forcément des questions par rapport à son positionnement, par rapport au monde, la nature, l'univers, tout ce que vous voulez, sans parler de religion. Mais je veux dire, fondamentalement, quand on se trouve confronté à des choses aussi merveilleuses et aussi belles esthétiquement, simplement si on reste sur le plan esthétique, ça va titiller quelque chose qui en nous fait écho à cette dimension un peu spirituelle. Et si on revient aux photographes, comment vous faites pour créer de l'émotion, justement, pour nous atteindre au cœur à travers vos photos? Alors j'espère que ça marche, j'en suis pas D'ailleurs, toujours... vos photos, je le dis à tous ceux qui sont là, on peut les admirer en ce moment, à accrocher certaines de vos photos au 416. Oui, j'en suis très flatté d'avoir été accueilli ici. Oui, il y a 4 régions du monde là qui sont représentées aujourd'hui avec ces photographies. Après, comment on peut faire passer une émotion, un sentiment, etc. Moi, je pense que ça passe fondamentalement par la démarche que l'on a au moment de la prise de vue, quand je fais mon travail de photographe. En gros, pour un photographe de paysage comme moi, il y a 2 façons de faire. La raisonnable, l'intellectuelle, celle qui se dit, tiens, je vais essayer de bien connaître le terrain, je vais repérer longtemps à l'avance, je vais regarder où le soleil il se met, je vais essayer de m'adapter à la meilleure saison possible. Et puis alors, quand j'aurai le soleil là, avec la montagne comme ci, la lumière comme ça, avec un oiseau qui passe, paf, je fais la photo. Et s'il faut, j'attends 6 mois que cette configuration soit faite. Ça, c'est une façon de faire, je dirais, un petit peu historique dans la culture des photographes de paysage, qui avaient tendance pendant longtemps à agir comme ça. Et ça donne des très belles images, très idéales, très idéalisées. Typiquement, l'image calendrier, boîte de chocolat, enfin, vous voyez, ce genre de choses où on se dit, waouh, c'est super, mais c'est un super froid. C'est-à-dire que c'est un super tellement parfait ou tellement idéal que à la rigueur, même c'est trop bien, ça manque de quelque chose d'intérieur.
Et puis, l'autre façon de faire, celle que je pratique moi, peut-être parce que je suis pas capable de pratiquer l'autre, c'est au contraire de me confronter le plus possible à ma propre émotion et à ce que je vis dans le présent. C'est-à-dire être là au moment où se produit un truc, où il y a quelque chose qui me touche. Et j'espère toujours que ce que moi je ressens intensément, ça va passer dans la photo une fois qu'on la regarde. Alors, souvent ça marche, des fois ça marche pas, mais je pense que, en tout cas, ça passe par cette sincérité que on peut avoir soi-même par rapport à ses propres sentiments. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre processus créatif. Merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a on va passer aux questions dans la salle, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous avez envie de nous poser des questions via les réseaux sociaux, sur Instagram, vous les inscrivez et on aura plaisir à vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions en particulier ou pas dans cette salle ? Non, ça veut dire que nos intervenants ont été très complets. Merci à vous tous d'avoir participé. Ah, je crois qu'il y a une question de Marie Berthelon. Un petit message, venez nous rejoindre. Oups, je chasse personne, je peux rester avec vous. Alors, on va faire un petit échange rapidement. S'il n'y a pas de questions, moi je voulais tout d'abord remercier chacun des participants ici présents. À votre façon, vous nous avez tous emmenés vers un voyage, vous nous avez amenés à réfléchir davantage, on en apprend tous les jours. Et moi j'aime bien l'idée de se dire, on n'est pas parfait, mais ce qui compte c'est le progrès. Et j'aime bien ton message, Christophe, du démarrage, c'est que on peut s'enfermer dans des problématiques compliquées, se dire ce sont des sujets pesants, ce sont des responsabilités, ou se dire finalement penser à l'avenir et y penser ensemble, c'est joyeux, c'est créatif et c'est comme ça qu'on avance bien. Donc merci à tous et puis je voudrais remercier particulièrement Yann Crochet qui se cache là-bas derrière, mais qui a organisé toute cette belle manifestation avec la collaboration la complicité, je dirais, de Christophe. Bon, merci à vous. On se retrouve à 18h pour une autre table ronde, cette fois-ci consacrée au pouvoir collectif au cœur de l'économie circulaire et l'écologie positive. Donc, merci à Sandrine Delage, directrice artistique de la Maison Rouvenat, Isolde Archambault de IA Conseil, Christophe Debien, président de l'ECCE. On a Anne-Cécile Comard aussi de l'atelier d'architecture Atelier du Pont, Fabrice Milochaud, photographe de paysage, de nature depuis 25 ans, merci beaucoup. Et Maxence Maudit, également directeur commercial de Bilcar Salmon. Et je pense que je n'ai oublié personne. Merci beaucoup. Et merci à moi. Allez, rendez-vous à 18h pour le pouvoir collectif.